Bonjour à tous et bienvenue sur AR1, vous regardez le QG politique et comme chaque mois on vous parle de la campagne présidentielle et voici tout de suite le sommaire de ce second numéro. Dans quelques instants et comme chaque mois nous nous arrêterons sur une thématique de la campagne que vous avez choisie sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui nous nous arrêterons sur la thématique de l'Europe. Nous retrouverons également Romain pour son édito et nous parlerons d'un mot qui pourrait résumer le début de cette campagne présidentielle, divisée. On verra ça avec Romain dans quelques minutes. Et puis, en fin d'émission, nous vous présenterons une application qui pourrait vous servir pour l'élection présidentielle à venir. Si vous n'avez pas encore fait le choix de votre candidat ou de votre candidate, cette application pourrait vous servir et on en parle à la fin de l'émission. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue dans le second numéro de QG Politique. On commence notre émission évidemment comme chaque mois avec une thématique de la campagne présidentielle pour mieux comprendre le programme des candidats à l'élection présidentielle. Un sondage qui a été très serré ce mois-ci sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter, très serré au point d'en avoir une égalité entre la thématique de l'économie et de l'Europe. Alors l'économie est évidemment un sujet majeur de la campagne présidentielle et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais on a choisi de vous parler donc de l'Europe car la France préside en ce moment même depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne. Ça va durer 6 mois, un peu moins si Emmanuel Macron n'est pas réélu à l'élection présidentielle, mais ça sera le prochain président ou la prochaine présidente qui prendra à nouveau ce Conseil de l'Union européenne. Et donc on vous parle de l'Europe. Quel est le programme des candidats justement en matière européenne? C'est dans ce reportage d'Hugo Messager, Davian Mahé et Mathis Armand. Le plus grand pays d'Europe en termes de superficie, la France a pris mi-janvier la tête du Conseil de l'Union européenne. Les candidats à l'élection présidentielle ont eu des avis partagés concernant l'avenir de la France dans l'Union européenne notamment. En effet, une frontière entre pro et anti-Europe se dessine de plus en plus. 8 candidats sur 11 se déclarent ouvertement eurosceptiques. Petit détour d'horizon des propositions. Pour Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière, il faut une Europe unie et fraternelle et créer les États-Unis socialistes d'Europe qui serait une première étape vers une fédération mondiale des peuples. Elle serait aussi favorable à l'élargissement de l'Union européenne qui souhaiterait la fin du respect des critères de Maastricht. Enfin, elle voudrait instaurer un salaire minimum européen aligné sur le niveau le plus élevé de l'Union européenne, indexé sur les prix et dont les travailleurs pourront déterminer le montant. Anne Hidalgo, du Parti socialiste, veut retrouver une Europe puissante et humaniste. Elle souhaite également une répartition équilibrée entre les différents pays au sujet de l'accueil des migrants. La candidate se dit profondément européenne et par le renforcement et l'autonomie de l'Union européenne. Elle souhaite enfin créer un nouvel agenda social avec ses homologues européens en matière de salaire minimum, d'égalité entre les femmes et les hommes. Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, souhaite faire adopter un traité environnemental et européen et mettre en place un moratoire sur certains accords commerciaux. Nous demanderons des sanctions contre les États ne respectant pas ces règles démocratiques fondamentales, a-t-il annoncé, comme la Hongrie et la Pologne. Côté France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon souhaite la rupture concertée avec les traités européens actuels, ainsi que la négociation de nouveaux textes européens compatibles avec les urgences climatiques et sociales. Défendre la paix, notamment en défendant le traité et non plus la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi qu'un accueil plus digne des migrants en développement, un corps de sauvetage en mer, telles que sont les propositions du candidat Mélenchon pour l'Europe en 2022. Marine Le Pen du Rassemblement national veut transformer l'Europe en une association des nations libres, soit un espace de partenariat entre visions libres et indépendantes, réformer en profondeur les institutions européennes, tel le credo du Rassemblement national pour cette élection. Le Frexit, la sortie de la France dans l'Union européenne, a été adopté depuis la dernière campagne du Rassemblement national.
Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, souhaite une refonte de l'accord de Schengen et la fin de l'élargissement de l'Union européenne, notamment pour la Turquie, ainsi qu'un plan Marshall pour l'Afrique. Le but de Valérie Pécresse serait un meilleur contrôle des frontières européennes pour lutter contre l'immigration illégale. Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, souhaite, lui, une sortie de l'Europe. Il est également pour l'instauration de la liberté de circulation et d'installation en Europe, ainsi qu'une citoyenneté de résistance. Éric Zemmour, du parti Reconquête, souhaite lui aussi l'arrêt de nouveaux élargissements de l'Europe et mettre fin au processus d'adhésion de la Turquie, ainsi qu'interdire d'élaborer le drapeau européen sans le drapeau français à ses côtés sur les 10 édifices publics. Reprendre le contrôle des frontières et de la politique migratoire de la France lui tient aussi à cœur. Christiane Taubira, qui a récemment annoncé sa candidature, s'est prononcée en faveur de la création d'une agence européenne de l'asile. Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la France, souhaite remplacer l'Union européenne par un nouveau traité instituant une comité des nations libres. Il affirme en effet que pour retrouver sa liberté, la France devra renégocier les traités européens. François Asselineau, de l'Union populaire républicaine, grand défenseur du Frexit en 2017, ne change pas d'avis. Pour lui, il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, ainsi que de supprimer un maximum de réglementations européennes ou encore de retirer la France de certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, Emmanuel Macron, de Ensemble citoyen, souhaite que l'Europe devienne une puissance d'avenir et souveraine, afin de ne pas défendre d'autres puissances mondiales. Cependant, le président de la République n'a pas encore officialisé sa candidature. Il a pourtant recueilli les 500 parrainages nécessaires à son élection. Et il est actuellement le seul parmi les autres candidats énoncés. Pour rappel, chaque candidat doit avoir recueilli au moins 500 parrainages d'élus avant le 4 mars pour pouvoir se présenter en avril prochain aux élections présidentielles. Et pour les prochaines émissions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour être informés des prochains sondages pour cette rubrique @AR1info. On passe maintenant à l'édito du QG et c'est avec Romain. Bonjour à toi. Pour ce premier édito, tu as décidé de t'intéresser à un mot qui résume le début de cette campagne présidentielle, divisé. Effectivement, Rodrigue, si ce début de campagne devait avoir un nom, ça serait division. Plus que jamais, l'offre politique n'a été éclatée en 1000 morceaux. On décompte aujourd'hui près de 19 candidats déclarés de tous bords politiques. À droite, pour commencer, et plus précisément à l'extrême droite, on retrouve deux candidats très proches, Marine Le Pen et Éric Zemmour, tous deux totalisant près de 30% dans les sondages d'opinion. Si la première aurait aimé être seule pour affronter Emmanuel Macron, c'était sans compter sur la déclaration de candidature de l'ancien journaliste début décembre après quelques mois de faux suspense. Et ces dernières semaines, plus que jamais, cette candidature d'Éric Zemmour a semé la division au sein du Rassemblement national. De nombreux soutiens de Marine Le Pen ont décidé de rallier le polémiste, comme l'ancien eurodéputé Gilbert Collard ou encore Cyril Hermann-Duncker. Sans compter sur ceux qui maintiennent le doute autour d'un potentiel départ et soutien à Éric Zemmour, à l'image de Nicolas B., le porte-parole de la candidate RN. Et pire encore, le week-end dernier, c'est Marion Maréchal qui se disait envisager de rallier l'ex-journaliste au détriment de sa tante, qui l'avait plus ou moins poussé vers la sortie de la vie politique. Marine Le Pen s'est dite agacée de ces retournements de veste et appelle tous ceux qui souhaitent partir à le faire maintenant. Ses proches attaquent le camp de Zemmour, d'alpaguer les membres du RN avec de l'argent et des postes à pourvoir. Ces derniers, évidemment, contestent. Marine Le Pen, déjà fragilisée par les candidatures d'Éric Zemmour et Valérie Pécresse, qui la challenge depuis plusieurs semaines, ces changements de camp pourraient bien lui coûter cher. Et la gauche a-t-elle aussi opté pour cette stratégie de division ? Difficile, Rodrigue, de parler de stratégie à gauche quand on voit l'impact de cette division dans les sondages d'opinion où aucun candidat n'arrive à dépasser les 10%. Aujourd'hui, l'espoir d'une union à gauche semble s'être envolé et pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Bien avant le début de la campagne, avant l'été, les principaux représentants des partis de gauche étaient réunis afin de discuter pourquoi pas à se rassembler en vue de l'échéance présidentielle.
Mais rien n'avait concrètement abouti et chaque parti a déclaré dès le début septembre son propre candidat. Face à la multitude de candidatures, Anne Hidalgo a tenté d'appeler ses opposants à participer à la primaire de la gauche afin de proposer une candidature unique. Mais en vain, tous ont refusé, de Yannick Jadot à Jean-Luc Mélenchon en passant par Fabien Roussel. Les Verts ont martelé qu'il fallait s'unir cette fois-ci derrière eux, alors qu'ils l'avaient fait en 2017 derrière la candidature de Benoît Hamon du PS qui avait obtenu le score assez bas de 7%. L'union à ce moment-là semblait déjà enterrée, mais c'était sans compter sur Christine Taubira qui après un flot de quelques semaines s'est portée candidate de la primaire populaire organisée par plusieurs militants de gauche. Au total, 400 000 personnes s'étaient inscrites pour départager les 6 candidats, mais non pas avec des voix, mais des appréciations pour juger chaque candidat. Sans gros suspense, c'est Christine Taubira qui a obtenu les meilleures appréciations et qui a donc remporté cette primaire populaire le dimanche 30 janvier dernier. Mais bien avant cette dernière, des candidats inscrits sans même leur accord, comme Jadot, Hidalgo ou Mélenchon, avaient annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats. Pire encore, quelques minutes après l'annonce des résultats, l'une des candidates perdantes, Anna Hague-Portery, a annoncé donner son soutien à Jean-Luc Mélenchon et non à l'ancienne garde des Sceaux gagnante de la primaire. Tous les opposants de cette dernière l'ont fustigé d'apporter là une candidature supplémentaire. Un sacré cafouillage et surtout l'illustration d'une division des plus palpables. La gauche semble incapable de s'unir et de trouver un consensus. Guerre d'ego, convictions trop éloignées ou soucis de communication, les raisons semblent diverses. Mais l'impact se fait déjà ressentir dans les sondages où aucun candidat à gauche ne semble créer de dynamique. Jean-Luc Mélenchon, crédité autour de 10%, semble être celui qui a le plus de chances, mais tous se partagent un total de 25%, se piquant les uns aux autres des points sans réussir à venir déstabiliser les autres familles politiques. Alors payeront-ils les conséquences de cette division ? Les partisans de Marine Le Pen seront-ils tentés de rejoindre Éric Zemmour ? Diviser pour mieux régner deviendra-t-elle une nouvelle expression ? La réponse Rodrigue à ces questions les 10 et 24 avril prochains. Merci beaucoup Romain pour cet édito. Je vous le disais dans le sommaire, nous allons maintenant vous parler d'une application qui pourrait bien vous être utile pour l'élection présidentielle à venir. Je le rappelle, c'est maintenant dans moins de 2 mois, dans tout juste 2 mois, le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril pour le second tour. Une application qui s'appelle Élysée, qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Pour faire simple, à la manière d'un sondage, vous allez voir les différentes mesures des candidats et des candidates à l'élection présidentielle, le programme sous forme de différentes mesures s'ils sont élus, et vous allez devoir dire si vous êtes favorable à cette mesure, non favorable, ou si vous êtes sans opinion. On va faire plus simple, on va directement montrer cette application. Donc voilà, vous voyez, on ouvre directement l'appli et directement les mesures commencent. Donc ce qui est bien, c'est que même si vous ne savez pas quelle mesure correspond à quel candidat ou à quelle candidate, vous allez le savoir avec cette application. Donc par exemple, on a une mesure sur l'environnement, interdire la chasse à courre. Donc par exemple, imaginons que je suis favorable à cette mesure, j'appuie sur le cœur qui est en bas de l'écran. Une autre mesure plutôt culturelle, supprimer la contribution à l'audiovisuel public. Cette mesure, imaginons que je n'y sois pas favorable, j'appuie sur la croix. Une mesure sur les institutions et les territoires, limiter l'indemnité des députés au salaire moyen d'un ouvrier et d'un employé. On peut aussi en savoir plus sur les différentes mesures. Voilà, vous voyez, le candidat estime que la fonction parlementaire doit avoir un salaire moyen pour que les parlementaires représentent réellement la population. Ainsi, selon le candidat, légiférer est un travail qui n'a pas besoin d'être davantage rémunéré qu'un autre. Donc voilà, et on a les différentes sources également qui y sont inscrites. Imaginons que cette mesure, je ne sache pas encore trop me prononcer sur ce sujet. On peut mettre qu'on ne sait pas, qu'on ne veut pas se prononcer en appuyant sur le smiley qui réfléchit encore. On va faire ça aléatoirement aussi pour quelques autres mesures, pour avoir un truc un peu plus fiable, même si là on a fait une dizaine de mesures, donc évidemment
le classement que vous allez voir n'est pas du tout fiable. Là, on voit par exemple que je serai en accord avec principalement Emmanuel Macron, puis Anne Hidalgo, puis Yannick Jadot, d'ailleurs au même score, mais comme je l'ai dit, je l'ai fait sur une dizaine de mesures, donc forcément ce n'est pas fiable, il faut le faire sur 100, 200, 300 propositions, ça peut parfois prendre un certain temps, mais pour notamment les jeunes, pour qui c'est leur première élection présidentielle cette année, et qui ont parfois du mal avec la présidentielle et aussi la politique en général, ça peut être une application qui peut être très utile. Et il y a tous les candidats, vous voyez, Éric Zemmour, Philippe Poutou, ça va même jusqu'aux petits candidats, Florian Philippot, Valérie Pécresse, et même jusqu'au dernier à s'être déclaré récemment, Christiane Taubira. Et puis sur la troisième page qu'on n'a pas encore été voir, vous pouvez voir par mesure, par catégorie, pardon, les différentes mesures en fonction des candidats, voilà, même ceux pour qui vous n'avez pas forcément répondu. En tout cas, cette application est disponible sur le Play Store, sur l'App Store. Elle est sortie il y a tout juste un mois. Et donc, pour finaliser ce que je disais que je n'ai pas pu vous montrer, vous pouvez voir donc les thématiques suivant les catégories, et donc les mesures proposées par les différents candidats et les différents candidats pour l'élection présidentielle de 2022. Voilà, ainsi s'achève cette seconde émission de QG Politique. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver le mois prochain, évidemment, sur AR1 pour un nouveau numéro de cette émission. En attendant, vous pouvez suivre la campagne présidentielle sur nos réseaux sociaux, @AR1info, et sur notre site internet ar1info.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur AR1. Après votre émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, tapez AR1-info pour être au courant à chaque fois qu'une de nos émissions est en ligne. Sur Twitter, retrouvez-nous à @AR1info pour plus d'actualités en direct. Et AR1 est aussi présent sur Facebook.